Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est parti pour cette troisième soirée de cette deuxième édition du sommet Leader Time. J'ai tellement de plaisir à partager ça avec vous. J'ai tellement de plaisir de construire avec vous et avec les brillants intervenants qui me font et nous font l'honneur d'être des nôtres, toutes ces facettes du leadership, ces 50 nuances de leadership tel que me le disait Martin Latulippe lors de l'ouverture, qu'on construit ensemble et sur lesquels on avance. Et à propos d'ensemble, c'est l'occasion de remercier à nouveau, et je le ferai régulièrement parce que je le fais avec cœur, Monsieur Fabien Jeanne, qui est le gérant de l'entreprise Vivavox, qui représente des agents, qui représente des conférenciers de très haut niveau, de très haut standing, sans lequel je n'aurais pas pu monter cet événement, et d'ailleurs sans lequel notre premier intervenant de ce soir ne serait pas là. Donc Fabien, si tu nous regardes, sois publiquement et à nouveau, et pas pour la dernière fois, remercié de ton concours si précieux pour l'organisation de ce sommet. On va y aller de façon absolument complémentaire et différente de ce qu'on a pu vivre notamment hier. Hier, on a eu Laurent Mignard en mode chef d'orchestre, tourné vers quelque chose de très artistique. Il nous parlait d'harmonie et d'unisson. Ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas nécessairement d'harmonie avec notre premier intervenant, mais on va aller visiter, comme vous le savez en ayant vu le programme, un univers professionnel absolument différent et absolument nouveau. De qui parlons-nous ? On va avoir la chance d'avoir ce soir parce qu'il est très peu intervenu sur le web pour l'instant, et c'est pour ça que dans ce sommet, je voulais vous faire connaître des personnalités d'impact et d'influence qu'on ne voit pas nécessairement beaucoup sur le web. C'est quelqu'un qui a été, je le laisserai se présenter mieux que je ne vais le faire, mais ex-commandant du GIGN, qui a travaillé à nous aider, nous la société, à mieux vivre des situations de crise telles que des prises d'otages notamment, avec des expériences très sensibles, et qui surtout a réussi à formaliser ça et à résumer ça dans un ouvrage absolument palpitant que je vous invite à découvrir, qui s'appelle Le pouvoir de l'engagement. Le pouvoir de l'engagement, qui est quelque part la synthèse et le fruit de ses expériences et la conceptualisation des modèles qu'il a utilisés. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans ces 50 nuances de leadership qu'on est en train de découvrir ensemble, l'engagement, je ne connais pas, alors je ne connais pas tout le monde, mais je ne connais pas d'expert de l'engagement, et on va avoir l'expert francophone de l'engagement qui va dès maintenant être à nos côtés. Je vous demande chaleureusement, même si c'est à distance, d'accueillir Monsieur Franck Pierrot, que voici. Bonsoir Franck, comment vas-tu ? Bonsoir Nicolas, ça va très bien, merci, et toi ? Bonsoir à toutes et à tous. Très bien, vraiment ravi d'enchaîner avec toi. Il y a peut-être quelque chose un peu de l'ordre du fantasme quand on pense GIGN, quand on pense à ces personnalités d'élite dans lesquelles, dans des conditions les plus extrêmes, la vie d'être humain repose. Et sans tomber dans le voyeurisme, il est vrai qu'on est très intéressé, beaucoup de personnes m'ont parlé de cette intervention de ce soir, et d'essayer de comprendre ce qui peut se jouer notamment. Moi, je suis expert du couplage des pensées et des émotions, donc dans ce couplage des pensées et des émotions, de ces personnes que tu incarnes, que tu es et que tu as dirigées dans des situations les plus extrêmes. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, te présenter de façon plus précise que je ne l'ai fait et nous dire quelles sont peut-être quelques expériences de vie significatives que tu as eues ? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, je suis conférencier, auteur, comme tu l'as très bien décrit. Donc mon activité consiste essentiellement à partager mes expériences au travers des conférences en entreprise et au travers du livre pour le grand public, mais également partager tous ces retours d'expérience, tous les enseignements que j'ai pu tirer de ma carrière en gendarmerie, au GIGN, mais également la carrière que j'ai eue dans le monde de l'entreprise. Parce que j'ai cette richesse, c'est d'avoir deux carrières. Donc une carrière dans le monde de la gendarmerie, un monde très particulier, très fermé, dans lequel j'ai servi pendant 19 ans, dont 13 ans au GIGN. Donc je n'étais pas commandant du GIGN, j'étais chef d'un groupe opérationnel, mais patron sur le terrain d'intervention. C'est important de préciser. Absolument. Et ensuite, après ces années de service en gendarmerie, j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise comme entrepreneur, comme à des postes de responsable commercial au départ, responsable d'exploitation et directeur général d'un petit groupe dans le photovoltaïque. Donc j'ai pu confronter
le management en gendarmerie ou GIGN et le management dans l'entreprise. Et c'est pour ça que riche de ces deux carrières-là, j'ai décidé de réfléchir à ce que pouvaient être justement des mots comme l'engagement, ce que peut être le courage, le leadership, le management, et de pouvoir aujourd'hui tirer des enseignements de toutes ces expériences et les transmettre, les partager le plus que je peux. Voilà, Exactement. pour faire ça. Partager le fruit de tes expériences, ce qu'on essaye tous de faire avec nos spécificités, oui. Et ce qui est, dans ton cas, s'appuie justement sur une complémentarité d'expériences de vie dans des situations plus ou moins intenses. Je vais te poser la question que je pose globalement à chacun de nos intervenants de ce sommet. Le leadership, ça veut dire quoi pour toi? C'est quoi? Parce qu'encore une fois, il ne peut pas y avoir de mauvaises réponses là-dessus, mais il ne peut y avoir que des réponses complémentaires qui viennent toutes des expériences des hommes et des femmes qui interviennent dans ce sommet. Alors, spontanément, le mot qui m'est venu au moment où tu as prononcé le mot leadership, oui. Pour moi, le leadership, c'est un mot qui caractérise, c'est la générosité. Je pense qu'un leader doit être quelqu'un de généreux. On parlait tout de suite de transmettre, on parlait de partage. Oui. Sans générosité, il peut pas y avoir de leadership. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il y a pas mal de confusion avec le leadership, le management. Il y a des personnes qui vont utiliser le mot chef, d'autres qui vont utiliser le mot leader, d'autres qui vont utiliser le mot manager. Je pense que le dénominateur commun de tout ça reste quand même quelque chose qui est du domaine de l'être, qui est le leadership. Être leader, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un qui sait s'effacer pour que ses collaborateurs puissent exister. C'est une personne qui va aussi bien prendre le lead dans sa propre vie, le leader de sa propre vie, de sa famille, mais également de l'entreprise dans laquelle elle travaille, qu'elle soit dirigeant ou pas, qu'elle soit manager ou pas d'ailleurs. C'est vraiment tout ça pour moi, le leadership. Et c'est très très proche du mot que tu as cité tout à l'heure du livre, qui est l'engagement. Le leadership et l'engagement sont deux mots qui nous rendent extrêmement vivants, pour faire très simple. D'être acteur de sa propre vie, acteur des missions dans lesquelles on s'engage, que l'on soit, encore une fois, père de famille ou que l'on soit dans un milieu associatif, dans l'entreprise. Le mot engagement est toujours le même et le leader se retrouve dans tous ces points-là. Mais le mot que je voudrais utiliser, c'est générosité. C'est vraiment ce mot qui me vient le plus à l'esprit. Et ce qui rebondit bien avec, on en parlait en offline juste avant qu'on ouvre, avec les propos introductifs de Martin Latulippe qui commençait par nous dire qu'il s'agissait de servir les autres, effectivement. Donc c'est tellement intéressant pour moi et même fascinant de constater que quand on est dans des univers tellement contradictoires, on va retrouver, malgré ces 50 nuances de leadership qu'évoquait Martin, des fondamentaux et une vision partagée. Je sais que tu as développé une méthode en 7 préceptes autour justement de ce pouvoir de l'engagement. L'engagement, c'est quoi? Voire même, je te poserai la question, qu'est-ce que ça n'est pas, l'engagement? Qu'est-ce que ça n'est pas l'engagement? Ça n'est pas en tous les cas un acte qui attend quelque chose en retour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on attend une rémunération, à partir du moment où on attend une augmentation, à partir du moment où on attend des félicitations, à partir du moment où on attend une reconnaissance, c'est pas de l'engagement. L'engagement, c'est quelque chose qui est gratuit, entre guillemets, c'est quelque chose qui n'a pas de contrepartie. L'engagement, c'est quelque chose qui est soi avec soi. C'est pas soi par rapport aux autres, c'est déjà soi avec soi. Alors après, bien évidemment, il y a aussi des confusions avec l'engagement par rapport au mariage. Mais en réalité, avant tout, c'est soi avec soi. Et puis après, c'est soi avec l'autre. Mais d'abord, l'engagement, c'est vraiment quelque chose de très vertical. C'est très spirituel, l'engagement. On n'est pas sur un plan matériel, il n'y a pas de contrepartie matérielle. Il ne peut y avoir qu'une contrepartie de satisfaction personnelle, mais c'est tout. Donc en tous les cas, c'est pas tout ça. Je vais te dire ce qui me vient à l'esprit quand tu dis ce que tu viens de dire. C'est incroyable. Comment, il n'y a peut-être pas de réponse à cette question, comment quelqu'un qui a été chef d'équipe de personnes dans l'entité du GIGN pour aller faire face à des terroristes, aller sauver des gens, est capable de dire, c'est quelque chose, d'utiliser l'adjectif spirituel. Et là, tu as ouvert un truc chez moi. Est-ce que c'est quelque chose qui te semble être de la nature de l'engagement, de l'être humain et du leadership, la spiritualité? Alors, on pourrait en tous les cas, si on voulait modérer légèrement le mot spiritualité, parler d'un mot qui est beaucoup plus courant en tous les cas en termes d'entreprise, je pense. C'est le mot intuition, qui pour moi est complètement étroitement lié à la spiritualité. C'est exactement la même chose. Hein. Oui. Mais l'intuition, c'est quelque chose
quand tu es au GIGN, Nicolas, que tu as intérêt très rapidement à comprendre et surtout ne pas te bloquer, te figer et te fermer à ça, parce que l'intuition sauve de nombreuses fois la vie de membres du GIGN. L'intuition m'a sauvé la vie de nombreuses fois, l'intuition a sauvé la vie de mes équipes de nombreuses fois. Je le décris dans le livre. C'est un point particulier du livre, justement, dans les enseignements. Et la grande problématique, c'est que l'intuition, souvent, c'est quelque chose que l'on ne peut pas expliquer aux autres. C'est quelque chose que l'on ressent, mais qui est difficile d'exprimer par des mots compréhensibles par les autres sur le moment. Et donc, on passe plus vite pour un extraterrestre ou en tout cas quelqu'un d'un peu farfelu, de spirituel. Donc, souvent, on a tendance à se bloquer, alors que très rapidement, au GIGN, on comprend que c'est quelque chose d'important. On a des informations qui nous arrivent, et ces informations, il faut savoir les écouter. C'est en lien d'ailleurs avec un autre point du livre qui est ce que j'appelle l'intelligence situationnelle. C'est que, mise en perspective, l'intuition et l'intelligence situationnelle fait qu'à un moment, il ne va pas falloir bourriner, quoi, parce que si on décide de bourriner, on va taper une fois dans le mur, 2 fois, mais ça ne passera pas. Mais à un moment, il faut savoir comprendre la situation, mais également écouter ce qui nous arrive comme information. Ce n'est pas anodin. On a tellement de chance de t'entendre dire, parce que tu le sais, une partie d'entre nous peut se dire, en fait, effectivement, ce sont des bourrins. Et en fait, tellement pas justement, à travers cette intelligence émotionnelle, ce recours à l'intuition. Bien sûr que c'est difficile à exprimer quand ça nous vient. Est-ce que tu pourrais nous dire, au moins dans ta pratique, comment tu arrives à entendre, écouter ton intuition? Comment tu arrives à y accéder? Comment tu arrives à lui laisser ou lui donner une place? Parce que ça, c'est un vrai enjeu, en fait. Oui, c'est une technique qui se travaille, hein. C'est quelque chose qu'on développe. On est tous intuitifs. Oui. On est tous intuitifs. Simplement, certaines personnes sont complètement fermées à l'intuition, d'autres se sont complètement ouverts. Alors après, encore une fois, il ne faut pas non plus tomber dans un délire où tout est signe qui voudrait nous indiquer quelque chose. Et à un moment, il faut rester aussi très pragmatique. Donc il y a un équilibre à trouver, mais l'intuition, c'est quelque chose qui nous arrive à partir du moment où, alors il y a plusieurs critères à mettre en place. À partir du moment où, effectivement, donc, comme je le disais juste avant, on est ouvert. Mais après, pas que ça. C'est qu'à un moment, c'est quand on a réussi aussi à se décharger un peu de la charge mentale. C'est que la problématique, c'est que quand notre mental est complètement occupé à gérer un certain nombre de choses, particulièrement lorsque tu es au GIGN et que tu commandes un groupe opérationnel, tu es sur le terrain, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est se retrouver qu'avec le mental, à essayer de tout vouloir contrôler, maîtriser, ce qui est une erreur, enfin tout contrôler en tous les cas, maîtriser oui, mais pas contrôler, de façon à ce que tu aies une bonne articulation, tu aies pu répartir les bonnes missions à chacun, de façon à ce que, grâce à la confiance, tu aies une vraie délégation, ce que l'entreprise recherche d'ailleurs, la délégation qui fait qu'on est basé sur une vraie confiance, sur des vraies compétences, et on peut se reposer sur des personnes en qui on a vraiment confiance. Et donc on peut se libérer de la charge mentale. Et quand on se libère de la charge mentale, à ce moment-là, le mental mouline moins. Et quand il mouline moins, il est plus réceptif. Quand il est plus réceptif, on est un peu plus aligné et on reçoit un peu plus d'informations. Et là, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir écouter les informations. Distinguer la différence entre ce qui pourrait être une peur, ce qui pourrait être un doute d'une intuition ou d'une certitude. Donc il y a un moment, il faut faire la différence. Mais au fur et à mesure, on apprend. J'ai été très rapidement baigné dans l'intuition. Je me souviendrai toujours d'une anecdote particulière quand j'étais au GIGN. C'est sur un saut en parachute. Je le raconte dans le livre, sur un saut en parachute avec... j'étais chuteur opérationnel, donc j'étais patron de l'équipe des chuteurs opérationnels. Et sur un saut en parachute, il y a un moment... rien ne se passe comme prévu. Comme ça se passe souvent, les choses ne se passent pas comme prévu. Et on est en train de chuter, je suis le premier à chuter, l'équipe est derrière moi. Et à un moment, on est sur un saut en montagne, je me rends compte que quelque chose ne va pas, quelque chose ne fonctionne pas. Et c'est comme si une petite voix et une petite main me tapaient sur l'épaule en me disant « bon, tu vas rester longtemps comme ça, te poser la question de savoir ce qui ne va pas ». Donc, impossible pour moi de savoir si c'était une problématique de hauteur, une problématique de relief, une problématique d'axe de largage. Peu importe, donc pour faire très simple et très rapide, donc intuitivement, j'ai ouvert mon parachute en prévenant toute mon équipe. Et au moment où j'ai ouvert mon parachute, une fois que la voile a fini de se déplier, mes pieds touchaient la neige. Oh. Donc sans écouter cette intuition, non seulement je suis mort, mais toute l'équipe est morte. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, il faut savoir écouter son intuition, et donc on s'y habitue. Et donc j'ai développé ça, et aujourd'hui je l'utilise dans la vie de tous les jours. Je l'utilise dans le travail. Je sais qu'à un moment, je n'irai pas travailler pour un client, parce qu'intuitivement, je sens qu'on n'est pas sur les valeurs qui me correspondent, etc., etc. Voilà.
Excellent, Mais excellent. tu connais tout ça, Nicolas. Je connais tout ça, mais l'avantage de te l'entendre exprimer, c'est que déjà tu nous donnes des illustrations. Là, moi, elles me hérissent les poils sur les bras, celles que tu donnes là, et ça donne d'autant plus de puissance à ce que je peux connaître par ailleurs. Euh, quel est le... Tu évoquais, de toute façon, on est toujours dans un rapport à l'imprévu il y a quelques instants. Les troupes que tu as pu emmener, et donc toi, vous avez nécessairement un rapport à l'imprévu que je dirais décuplé en termes d'intensité par rapport au quotidien que nous autres, on peut avoir à vivre. Même moi, avec les sportifs de haut niveau, on fait face à un imprévu, mais avec des enjeux beaucoup moindres. Comment arriver, est-ce que tu aurais des clés à partager sur comment arriver à se sentir le plus en stabilité émotionnelle et sérénité face à l'imprévu? On voit bien qu'on est dans une période où, par essence, tout est imprévu. On ne sait pas ce que cette crise, d'un point de vue sanitaire, va faire ou pas faire, le temps que ça va durer, les formes que ça va prendre, d'un point de vue économique également. Est-ce que tu aurais des clés à pouvoir partager sur ces sujets-là? Le rapport à Oui, l'imprévu, à cette incertitude qui est un challenge humain essentiel, je trouve. oui, clairement, tu as raison. Alors après, il y a beaucoup de points dans ce que tu évoques. Tu as Oui. parlé à un moment de la gestion des émotions, tu parles à un moment de ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle. C'est un point du livre qui me tient à cœur. C'est une phrase d'ailleurs que j'ai inventée qui est « c'est le contexte et la situation qui dictent le plan d'action et pas l'inverse ». Alors, quand on est au GIGN, on dit c'est le contexte et la situation qui dictent le schéma tactique. On parle de schéma tactique et pas l'inverse. C'est de comprendre très rapidement que les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Donc ça veut dire que déjà la première clé, c'est que c'est pas parce que les choses ne se passent pas comme prévu. Ah, exactement. Exactement. Merci beaucoup, Nicolas. Et comme les choses ne se passent pas comme prévu, c'est pas pour autant qu'il ne s'agit pas de se préparer. Donc au contraire. Donc nous, la base, déjà, la première clé, c'est de continuer à se préparer à 200%. Donc, indépendamment du contexte actuel de crise, c'est déjà de continuer à se préparer à 200%. Au GIGN, on se prépare à 200% en sachant très bien que ce qu'on a préparé ne va pas se passer comme on l'a prévu. Mais comme on est prêt, on limite les différentes possibilités, de façon à ce que celles qui vont arriver ou celles qui arriveront nous permettront, on réduit les champs effectivement, nous permettront de pouvoir faire face à cette situation. Alors après, au GIGN, c'est ce que j'essaie de transposer dans l'entreprise, c'est qu'on n'est pas sur un système de management très directif et descendant où le patron, le chef de groupe dit vous allez faire comme ça et c'est pas autrement, c'est complètement l'inverse. C'est qu'on va chercher à développer des compétences chez chacun, on va développer de la confiance, de la responsabilisation, de l'engagement, de manière à ce que chacun puisse avoir une grande marge de manœuvre pour aussi contribuer à faire face à cette situation qui ne sera pas celle de prévu. L'exemple le plus flagrant que des milliers de spectateurs, des millions de spectateurs, et peut-être même des centaines de millions de spectateurs ont vu, c'est la prise d'otage de Marseille-Marignane en 1994, où cet avion donc, dans lequel j'étais, cet avion donc, est posé à un endroit. Nous avons réalisé un schéma tactique, un plan d'action de l'entreprise, un schéma tactique, et à la dernière minute, l'avion change de place. Donc là, c'est vraiment pour souligner le fait que la situation a complètement changé. Et donc, si on décide d'appliquer le plan d'action initialement prévu, on est fichu. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'il y a trop de choses qui ont changé. Donc, il faut faire preuve d'une très grande souplesse. Et si on a un système de management complètement directif, tout repose que sur les épaules du chef et c'est impossible d'avoir l'intelligence et la capacité et le temps de réagir en quelques minutes. Pardon, d'agir en quelques minutes, pas de réagir. Sinon, on est dans l'émotionnel. Donc, d'agir en quelques minutes et donc de pouvoir réadapter le plan d'action. Toujours le plan d'action, le plan tactique, toujours en adéquation avec la stratégie. C'est-à-dire le pourquoi nous sommes là. En l'occurrence, nous sommes là pourquoi? Pour sauver des vies. Si nous faisons n'importe quoi, nous appliquons le même plan, on n'est plus avec le même pourquoi parce qu'on ne va pas sauver des vies, ça va être une véritable carnage. Donc il est essentiel de savoir se réadapter et pour ça il a fallu développer des compétences chez les collaborateurs, de la confiance, etc. Et surtout, la troisième clé que je voudrais donner, une fois qu'on a développé la compétence, la confiance, ça chez les collaborateurs, mais aussi des relations fiables avec les collaborateurs dans lesquelles ils ne sont pas attendus au virage, enfin tout ce qu'on peut connaître dans l'entreprise. Oui. Et la dernière clé, c'est de bien comprendre également que une situation comme celle-là qui change, une situation de crise, c'est à chaque fois une réelle opportunité de transformation. Parce que forcément, quand l'avion a bougé, certes, nous avons été en difficulté quelques instants, mais en bougeant, plein d'informations nous sont arrivées. Des informations qui étaient cruciales pour la suite des événements et pour pouvoir donner l'assaut. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est toujours une réelle opportunité de transformation. Donc, effectivement, la crise avec le Covid actuel est très difficile. Des conférenciers comme moi ont perdu 100% de leur chiffre d'affaires au mois de février.
2020, puisque voilà, tout s'est arrêté. Mais en même temps, c'est une réelle opportunité de transformation. J'en ai profité pour écrire ce livre, Le pouvoir de l'engagement. J'en ai profité pour faire plein d'autres choses. Voilà. Donc, il est toujours très très important de penser à tout ça, quoi. J'en profitais pour proposer cet idéogramme du mot crise en chinois qui signifie à la fois danger et à la fois opportunité. C'est un concept que j'apprécie particulièrement. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, dans ton métier de conférencier, tu peux te retrouver à chiffre d'affaires zéro, comme tu peux aussi trouver des opportunités pour décupler. Moi, lors du premier confinement, j'ai explosé positivement mon chiffre d'affaires, alors que je suis dans des activités très proches des tiennes, parce que j'avais déjà commencé à numériser, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment, et alors là, pour le coup, c'est ce qui m'anime particulièrement, un enjeu de mindset, c'est-à-dire d'état d'esprit, de comment je décide de voir ce qui se joue en face à moi en disant, et tu as parlé d'ouverture du champ des possibles tout à l'heure, la vie va m'apporter un champ des possibles absolument vaste, de très catastrophique à fantastique. Et si je crois en ça comme étant cette incertitude, cet imprévu qui peut se présenter à moi d'une part, mais d'autre part, avoir une confiance éminemment solide et une foi en mes capacités et mes ressources à faire face à la situation, je ne peux être que gagnant face à ça. Je voudrais resynthétiser parce que là, tu as dit quelque chose de très important. Je voudrais que tout le monde l'ait bien pris en termes de notes. Tu as dit, on n'est pas là pour infantiliser, tu n'as pas utilisé ce terme-là, mais on n'est pas là d'un point de vue de leadership au GIGN pour infantiliser les autres. Tu as dit, on est là pour développer leurs compétences, développer leur confiance, développer leur responsabilité et développer leur engagement, de sorte que eux-mêmes puissent générer une agilité tactique dans l'action, quoi qu'il se présente. Et en fait, j'aime l'idée que chacun d'entre nous qui venons d'entendre ça, nous disions si dans des contextes aussi extrêmes que ceux que Franck a pu vivre, c'est la pratique de leadership qui semble être efficace, ça vaudrait le coup quand même qu'on regarde dans les nôtres comment est-ce qu'on peut incrémenter positivement ces axes-là plutôt que de micro-manager et d'être au-dessus des autres en permanence. Il y a un sujet important, tu dis tellement de choses, comme vous pouvez le voir de temps en temps, je prends des notes et ça me permet de rebondir. Je voudrais bien t'emmener sur la question de la peur ou des peurs, parce que nous autres qui ne sommes pas formés à faire ce que tes hommes et toi avez fait, on serait évidemment terrorisés de peur au moment d'y aller, et je voudrais que tu parles du rapport à la peur de tes troupes dans ces situations-là, si tu veux bien. Oui, bah écoute, je vais te répondre très clairement. Moi aussi, j'étais terrifié de peur, hein. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la peur, en l'occurrence la peur de la mort, parce que là il s'agit de la peur de la mort, Oui. hein, il ne s'agit pas de la peur de manquer ou de la peur de ne pas être reconnu. Là, La peur du rejet, etc. Oui, oui. Ouais, voilà, tout ça, c'est pas vraiment le sujet sur le moment, mais même si ça peut être présent au sein des équipes dans le quotidien, besoin de reconnaissance, d'autres peurs. Là, on est vraiment dans la peur de la mort. Donc effectivement, il faut bien comprendre, mais ça, je pense que les gens sont de plus en plus ouverts à ça et de plus en plus sensibles à ça. La peur est une émotion, les émotions sont présentes. C'est pas parce qu'on est au GIGN qu'on n'a pas d'émotion. Bien au contraire. Alors bien évidemment, on pourrait penser qu'il s'agit de les cacher, tout ça, mais tout ça c'est des conneries. Les émotions sont bien présentes. La particularité au GIGN, c'est que nous avons peur avant, nous avons peur après, mais nous n'aurons pas peur pendant. Et c'est ça la grande clé. La grande clé, et la raison est simple. Pourquoi nous n'avons pas peur pendant ? Et ça, c'est un enseignement qui est extrêmement important parce qu'il est transmissible tout de suite et il est applicable dès demain. C'est que si nous n'avons pas peur pendant, c'est parce que pendant, nous sommes concentrés. Nous sommes concentrés sur la première chose essentielle, c'est le pourquoi nous sommes présents. Ce que l'on appelle la stratégie, ce que l'on appelle notre pourquoi. En l'occurrence, pour nous, c'est simple, c'est qu'on n'en démord pas, c'est pour sauver des vies. Donc, si déjà on n'est pas aligné sur ce premier point-là, on n'arrivera jamais à régler notre problématique de peur. Parce que notre priorité, ça va être de sauver des vies. Ce n'est pas de sauver notre propre vie. D'abord, c'est de sauver la vie des otages. C'est notre priorité. Ensuite, c'est de sauver la vie de nous, nos coéquipiers, de nous-mêmes. Donc, c'est ça. La première chose, c'est d'être aligné sur la stratégie. La deuxième, c'est que très rapidement, et c'est le rôle d'un patron d'un groupe opérationnel, c'est d'emmener très rapidement tous les collaborateurs, tous les équipiers, à être concentrés dans la technique. On a vu tout à l'heure la stratégie, maintenant on va parler de la technique. D'abord la tactique, et après on aura la technique. La tactique, c'est comment on va faire. Donc le mode opératoire. Et là, ça mouline. Et on occupe le mental pendant ce temps-là. Et pendant ce temps-là, le mental, on lui donne ce qu'on appelle tout simplement un os à ronger.
et il ronge son os, il est en train de réfléchir, il répète sa tactique, et en même temps il travaille sa technique, il révise son matériel, son positionnement, etc., etc., etc. Ce qui fait que le mental est occupé. Et c'est ce fameux mental qui, à un moment, une fois qu'on a déclenché émotionnellement, sachant que je rappelle qu'on avait eu peur avant, donc on a déclenché dans tous les cas, Évidemment. et le mental est occupé à autre chose, et il n'a plus le temps d'avoir peur. Alors, c'est rigolo, mais il n'a pas le temps d'avoir peur. Et le mental étant nous, on n'a plus le temps d'avoir peur. Alors par contre, après, une prise d'otage comme Marseille-Marignane, je peux te garantir, Nicolas, que là, tu as à nouveau peur. Ça revient. Là, tu as les jambes qui tremblent. Tu te dis, oula, c'est passé près. Et là, tu y penses. Mais ce qui est important, c'est que pendant, tu n'avais pas peur. C'est exactement pareil que les gens qui pratiquent le parachutisme, des sports extrêmes. Si tu regardes bien dans un avion, je ne sais pas si tu as déjà fait du parachutisme, Nicolas. Non. Si un jour tu as la chance de faire un tandem, oui. Si tu arrives déjà à gérer ta propre peur au moment de sauter, regarde les personnes dans l'avion et tu verras que plus les personnes sont expérimentées, plus dans l'avion, durant le moment du vol, pour atteindre l'altitude de 4000 mètres pour sauter, les personnes, les parachutistes, sont concentrés dans une répétition. Ils répètent leurs gestes, ils répètent tous les mouvements, et il n'y a plus la place à la peur, parce que le mental est occupé. Et une fois que la porte s'ouvre, ils partent. Alors non seulement ils sont préparés, parce qu'ils se sont rappelés leur pourquoi ils sont là, ils se sont rappelés leur comment ils sont là, ils ont mobilisé le mental dans la technique, et en plus donc ils se font un bon saut parce qu'ils ont bien travaillé techniquement, et en plus ils n'ont pas eu le temps d'avoir peur, donc rien n'est venu les perturber, ou quasiment rien. Voilà, quasiment rien, parce qu'il peut arriver quelques événements, bien évidemment. Mais voilà, et c'est intéressant parce que la peur arrive souvent avant l'action. Hein. Pendant l'action, c'est le doute qui est présent. Avant l'action, c'est la peur. Et on peut l'avoir également après. Donc oui, tout ça se travaille. Et quand tu es au GIGN, c'est essentiel d'amener tes collaborateurs, comme toi-même tu l'avais vécu, quand je suis entré, j'ai vécu l'apprentissage de la gestion des émotions, c'est vraiment le terme. C'est pour ça que très très tôt, dès les tests de recrutement, indépendamment des performances physiques que l'on va évaluer, on va aussi mettre les candidats dans des situations de confrontation à des émotions, en l'occurrence particulièrement des peurs. Oui. La peur de la mort, la peur de se noyer, la peur du vide, la peur des environnements très, très fermés, la claustrophobie, toi. Un certain nombre de peurs, de façon à voir comment le candidat agit, ne pas réagit, mais agit. Est-ce qu'il arrive à travailler son mental ou est-ce qu'il est complètement figé et il ne pourra pas, etc., etc. C'est passionnant parce que ça met en évidence ce que je défends par ailleurs. On ne peut pas avoir deux pensées dans le même moment. Et donc, si j'oriente mes pensées vers ce que j'ai à faire et les routines, etc., je pourrais pas avoir des pensées happées par une origine d'émotion de peur. Et puis, ce que ça nous rappelle, alors pour le coup, ça s'applique pas dans ton univers, mais dans le mien, qui est celui, que ce soit du sport de haut niveau ou de l'accompagnement de dirigeants, j'y vais avec eux malgré tout. J'aime leur rappeler le fait d'être dans le jeu, J-E-U, et non pas dans l'enjeu. Et il va être plus difficile, je pense, de parler de jeu dans l'activité qui est celle que tu nous présentes ce soir, parce que il est inenvisageable d'y associer un côté ludique pendant le temps de l'action. Mais en tout cas, si j'ai pour le coup, un enjeu somme toute minime par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer, un joueur de basket qui se trouve à 2 lancers francs à la fin du match pour faire gagner son équipe et qui pourrait trembler parce que pourquoi il douterait, puisque le doute est dans l'action, ça aussi il faut que vous le mettiez les uns et les autres, le doute est dans l'action, c'est parce qu'il penserait à l'enjeu, c'est-à-dire le temps futur, la conséquence de ce qu'il va faire, mal faire, moyennement faire, etc. Or, s'il est dans le jeu, ce qui dans mon activité ou pour l'entrepreneur, dans les actes qu'il a réalisés, je suis dans la routine de ce que j'ai à répéter des milliers de fois et du coup, je sais que par répercussion, ça maximise le fait que la performance sera au rendez-vous. Est-ce que, comme on a pu le voir avec Bouna Ndiaye, qui était notre deuxième intervenant, je rappelle, agent de joueur de basket de NBA qui a signé il y a quelques semaines de ça le 3e plus gros contrat de toute l'histoire de la NBA avec Rudy Gobert à 205 millions de dollars, donc un expert pour le coup, une situation de négociation et de tension importante. Est-ce que dans l'univers que tu nous présentes merveilleusement ce soir, la pratique des routines et des rituels est existante et comment si c'est le cas? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, la routine, c'est la base de l'entraînement physique de toute manière. Il ne faut pas oublier qu'au GIGN, nos fondamentaux restent la préparation physique. On a une préparation physique correspondant à un athlète de haut niveau, puisque voilà, les tests font qu'on a un niveau physique qui a nécessité un entraînement et une préparation extrême. Et puis après, une fois qu'on est entré, c'est pas fini, c'est que le début. Donc cette capacité physique, ces aptitudes physiques, il faut les garder, donc il faut les maintenir. Et pour les maintenir, il s'agit d'être capable de s'entraîner tous les jours. Et seule la routine nous permet
Je sais que des fois ce mot est péjoratif, d'ailleurs le mot routine, mais c'est pas du tout péjoratif, c'est quelque chose de très très positif. Et seule la routine nous permet de créer des rituels qui commencent par exemple tous les matins par un petit footing de décrassage, ensuite un entraînement par exemple de musculation, un entraînement au tir pour alterner technique et physique, etc., etc. Donc un certain nombre de choses qui se font de toute manière systématiquement. Puis après nous avons des rituels qui sont extrêmement symboliques, comme par exemple ce fameux rituel du tir de confiance, qui est une épreuve, qui est un rituel et qui ramène tout le monde, et le rituel a pour but de recentrer tout le monde sur un dénominateur commun. En l'occurrence, là, le dénominateur commun s'appelle la confiance, et le seul moyen que nous avons trouvé, la seule épreuve que nous avons trouvée pour pouvoir matérialiser, visualiser la confiance, c'est ce fameux tir de confiance, qui consiste à tirer à balles réelles sur un camarade qui se trouve à une distance de 15 mètres et qui porte un petit plateau d'argile sur un gilet pare-balles. Et le but à balles réelles, c'est de casser ce petit plateau d'argile. Alors c'est un acte symbolique extrêmement fort qui demande de la part de celui qui tient l'arme d'être dans l'obligation d'atteindre son objectif. Il n'y a pas d'alternative possible, il doit atteindre son objectif. Et de la part de celui qui porte le gilet pare-balles, d'avoir une extrême confiance en celui qui tient l'arme. Donc il y a confiance en soi, confiance en l'autre et confiance en l'organisation. Qui a pondu un jour cette épreuve? Donc il faut avoir confiance en ceux qui l'ont fait. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est un vrai rituel qui amène obligatoirement des routines. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui est incontournable, mais je sais que tu le développes, je sais aussi que Martin le développe pour l'avoir déjà entendu. Et donc je le souligne et j'insiste pour dire que c'est quelque chose d'extrêmement pertinent, c'est que les habitudes permettent de développer les compétences. Et les habitudes permettent d'être capable, donc je reviens sur ce tir de confiance, de tirer 100 cartouches par jour. C'est-à-dire que là, on est quand même dans une routine. Pour arriver à ce rituel qui consiste à faire le tir de confiance, nous allons tirer 100 cartouches par jour. 100 cartouches au 357 ou au 38, tous les jours, pour être capable d'effectuer ce tir. Et même quand on est capable de l'effectuer, on va encore tirer pour le maintenir. Donc on est vraiment dans le développement des compétences. Parce que pour moi, le mot qui va avec confiance, s'il devait n'y en avoir qu'un seul, c'est compétence. Je ne peux pas avoir confiance en quelqu'un qui n'est pas compétent. Si je demande à un ami en qui j'ai extrêmement confiance, mais vraiment j'ai confiance en lui d'un niveau extrême, je lui écoute comme j'ai confiance en toi, Nicolas, j'ai confiance en toi. Cet après-midi, on va aller faire un tour en hélicoptère et comme j'ai confiance en toi, je vais te laisser piloter. Ça n'a aucun sens. Bien sûr. Ça n'a aucun sens. Si tu n'es pas pilote d'hélicoptère, par contre, c'est pas parce que tu pilotes, c'est pas parce que tu es pilote d'hélicoptère que j'aurai confiance en toi. Mais voilà, c'est pour dire que ça nécessite un développement des compétences. Donc les compétences, c'est des routines. Il faut travailler en profondeur. Il faut travailler en profondeur, répéter, travailler, maîtriser. Voilà. Waouh, j'aime beaucoup parce que moi, je suis convaincu que pour atteindre la haute performance, ce qui fait la différence entre les top performeurs, les performeurs et les autres, c'est véritablement la capacité qu'on a d'être autodiscipliné. Et alors, on est notamment dans un pays, en France, on a des Canadiens, des Québécois avec nous ce soir, des gens de Belgique et de Suisse, je le sais. Alors, je vais au moins m'auto-flageller avec les Français. La discipline n'est pas notre fort. Et dès lors qu'on considère que la discipline, à travers les routines et les rituels qu'on se donne, va être un élément où, en fait, on prend nous-mêmes la maîtrise de notre temps et de notre environnement, c'est le début de la liberté. C'est le début de la liberté. Et la liberté, c'est quoi? C'est ne pas se laisser happer par des distractions extérieures ou des choses qui ne voudraient pas nous engager dans le sens où on veut aller. Et je voudrais faire un petit jeu, un petit challenge là avec les présents. On a 120 personnes là en même temps en live, plus toutes celles qui seront en replay. Mettez-vous une note là dans le chat qu'on voit ce qu'il en est. À combien vous situez-vous sur votre capacité à être dans une autodiscipline, 10 étant hyper facile pour vous, les doigts dans le nez, 0 absolument impossible, etc. Dites-nous où vous en êtes sur votre capacité d'autodiscipline. Moi, ce que je sais, c'est que pour ma propre part, pour les objectifs que je m'astreins et les gens que j'accompagne, je mets une valeur très importante dessus parce que l'autodiscipline nous permettra d'être dans un mindset d'engagement tourné vers ce que j'appelle notre vision inspirée et développera ce que tu expliques très très bien, à savoir des habitudes et donc de la compétence et donc au final de l'expertise et de l'excellence dans ce qu'on veut être. Mais j'adore la notion de liberté que tu as évoquée. Encore une fois, je pense que dans le cadre de l'engagement, qui est un sujet qui me passionne, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, on sait qu'une des clés de l'engagement, c'est la responsabilisation. Sans la responsabilisation, l'engagement est difficile. Mais également, l'engagement nécessite aussi de la confiance, bien évidemment, un certain nombre de choses, mais surtout une liberté. Les personnes ont besoin de se sentir, avec la responsabilisation,
d'éprouver de la liberté. Il faut bien savoir qu'au GIGN, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, l'entraînement est quasiment à 80% libre. Ça, c'est tellement important que le partage. Chacun a la responsabilité de son propre entraînement. Je parle de l'entraînement individuel, c'est-à-dire qu'on ne va pas être derrière quelqu'un pour savoir s'il a fait ses séries de pompes tous les jours, ses séries de traction, son footing, s'il est allé tirer ses 100 cartouches. On ne va pas le contrôler, on ne va pas être derrière lui. On va vérifier bien évidemment régulièrement, mais on ne va pas systématiquement faire des points de rendez-vous pour dire ok, est-ce qu'il y est pas. Non, d'abord on le sent, puis d'abord ça oblige le manager à savoir si un de ses collaborateurs est en train de perdre sa motivation. Parce que c'est quand même un élément clé d'un manager, c'est de savoir si ses collaborateurs sont motivés. C'est quand même un élément clé. Donc, où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur motivation? Donc, du coup, leur motivation, ça reste, comme tu l'as très bien expliqué, la capacité à pouvoir s'autogérer dans une liberté qu'on a donnée, donc un cadre de liberté qu'on a donné. Et donc, chacun s'entraîne régulièrement. Après, les entraînements collectifs en semaine d'alerte, les entraînements se font sur un planning qui est fait par le chef de groupe, ou qui est fait par des chefs d'équipe, qui est fait par l'adjoint. Enfin, c'est construit. Et là, on va être tous ensemble. Mais il y a beaucoup de temps d'entraînement libre. C'est une responsabilisation, mais dans un cadre de liberté. Et là, à ce moment-là, les gens, il ne faut pas oublier qu'au GIGN, un groupe opérationnel, c'est des fortes têtes. Tu gères une vingtaine de mecs qui sont des fortes têtes. Bien Donc, sûr. si tu les prends avec le pouvoir, l'autorité, en étant directif, ça passe pas, ça clash d'entrée. Donc, il faut bien comprendre chacun, comprendre les motivations de chacun, le fonctionnement de chacun. Donc, il faut créer une relation de confiance très forte. Il faut établir une relation de confiance très forte avec chacun, mais qui est une relation basée sur la fiabilité. Exact. Donc, ça nécessite... Ouais, donc vraiment qu'il y ait cette autodétermination de l'entraînement qui permettra l'élévation du niveau de compétence. En effet, s'il s'agissait de fliquer, de micromanager, de voir si les exercices sont faits, on aurait peu de chances d'avoir les coéquipiers qu'il faut au bout. Je voudrais vous partager, parce que j'ai vu dans les scores que j'ai posés, on a parfois des scores faibles là, sur la capacité à être dans l'autodiscipline, à changer des habitudes ou à mettre en place des habitudes. Et du coup, je voudrais en profiter. Franck, si tu veux bien que je sorte du sujet 2 secondes pour enfoncer un clou là-dessus. Bien sûr, je t'en prie. Je te remercie. Le processus WHOOP qui permet de structurer des habitudes et de s'engager à réussir. WHOOP pour 4 lettres qui en anglais sont Wish, Outcome, Obstacle et Plan. En français, ça veut dire on va se dire que si on veut changer une habitude ou implémenter une nouvelle habitude, on a 4 étapes de travail à mettre en place. Le premier, le wish en anglais, c'est le souhait. Donc, d'une façon très précise, quelle est l'habitude que je veux implémenter ou quelle est l'habitude que je voudrais supprimer. Le deuxième plan, c'est le résultat que j'escompte. L'outcome, c'est le résultat que j'escompte. Et là, clairement, ça serait qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Quel impact positif je pourrais expérimenter si j'implémentais cette habitude? Le fait de conscientiser ça, ça va vous aider à engager l'habitude. Le troisième étape, qui est donc celle de l'obstacle, c'est mettre en conscience, tiens, quels sont les obstacles que je vais rencontrer potentiellement dès aujourd'hui qui vont m'empêcher de mettre en place cette nouvelle habitude. Si j'identifie les obstacles, du coup, je serai mieux à même à faire avec eux. Et la dernière étape de plan en anglais, ou le plan qui va consister dans le 4e temps, quel est le plan que je peux mettre en place, les actions que je peux mettre en place pour contrer ces derniers obstacles. Essayez ça, de voir avec des changements d'habitude, même modiques, même minimes, même simples, parce qu'en fait, voilà, si on conscientise que ces performeurs du plus haut niveau que sont ces valeureux gendarmes du GIGN implémentent des habitudes et arrivent, parce qu'ils sont très forts, comme Franck nous l'a très bien dit, sur leur pourquoi, dans la dimension stratégique, sur leur quoi tactique, leur comment tactique, etc. à mettre en place. Parfois, dans notre quotidien, c'est un petit peu plus difficile et ce type d'outil peut peut-être nous aider. Je voudrais bien qu'on discute un peu de la question, parce qu'elle est venue plusieurs fois, de la responsabilité. Quelle différence vois-tu, si tu en vois une, entre la responsabilité, pour le coup, l'autoresponsabilité que les troupes du GIGN peuvent avoir dans ce qu'elles font, et il ne s'agit pas de critiquer nécessairement, mais dans les entreprises ou dans la vie de tous les jours, est-ce que tu vois des différences? Et c'est quoi, ça vibre quoi, la responsabilité pour toi? Alors, je vais plutôt utiliser le mot responsabilisation, si on se met en situation de manager, enfin de leader, si on se très pertinent. Leader. Donc c'est une responsabilité, enfin c'est une action qui est menée par le leader de responsabiliser. La grande difficulté,
c'est, encore une fois, c'est qu'au GIGN, on ne peut pas, en tant que chef de groupe, comme dans l'entreprise, sauf que l'entreprise a quelquefois un peu plus de mal, mais on ne peut pas garder à soi tout seul la charge mentale de tout ce qu'il y a à faire. C'est impossible. C'est impossible, ou alors il faudrait un sacré Pentium à la place du cerveau. Et à ce moment-là, on serait coupé des intuitions, parce qu'on serait devenu une machine. On serait coupé de toute la finesse que l'on pourrait avoir d'un point de vue humain. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand même, il ne faut pas se voiler la face, mais tu dois être capable, en tant que chef de groupe, le lundi matin, de sentir qu'un de tes collaborateurs, il n'est pas en grande forme, et que si tu avais prévu, durant cette semaine, de le mettre le premier de la colonne d'intervention, tu ne pourras pas le faire. Et il va falloir que tu ailles discuter avec lui et te rendre compte que tu ne pourras pas le mettre devant et que peut-être même tu lui demanderas d'aller un peu derrière et puis tu feras ça tranquillement et puis tu attendras qu'il se remette un peu parce qu'on reste des êtres humains. Donc la responsabilisation, c'est le travail du chef de groupe et donc c'est quelque chose qui est pour moi le seul moyen d'amener des collaborateurs à s'engager. Alors au GIGN, on le développe énormément au travers de plein de petits exercices, de plein de petites méthodes, de plein de cas concrets dans lesquels on va mettre des jeunes en responsabilité, donc on va les responsabiliser, de façon à ce qu'ils puissent prendre la mesure de ce que peut être justement la charge mentale, et surtout c'est qu'on va les habituer à avoir le réflexe de te débarrasser d'une partie de ta propre charge mentale. Un exemple très concret, tu as une intervention, il faut préparer toutes les radios, il faut préparer tout le système explosif, il faut préparer tout le système lacrymogène. En tant que chef de groupe, à partir du moment où tu as demandé à quelqu'un de le faire, tu t'es débarrassé de la charge mentale. Tu n'es pas en train de te dire, je lui ai demandé, mais je vais regarder au-dessus de l'épaule comme tu le faisais tout à l'heure, voir s'il l'a fait comme j'aimerais qu'il le fasse, si c'était moi, je l'aurais fait comme ça. Là, on s'est débarrassé de tout ça. Et la grande difficulté dans l'entreprise, souvent, c'est qu'on a un peu plus de mal avec ça. Alors peut-être parce qu'on n'a pas assez passé de temps à développer les compétences de certains collaborateurs, ou peut-être pas assez passé de temps à développer la confiance, créer du lien, peut-être pas assez passé de temps à mettre en situation pour confronter la personne, parce que c'est pas magique la confiance, hein, la confiance se décrète pas, la confiance se construit. Donc il faut la construire au fur et à mesure du temps. Donc si tu veux, voilà, et donc c'est une problématique des fois de délégation tout simplement. C'est qu'on se dit, mais oui, mais si je lui fais faire ça, je vais raconter une petite anecdote, mais je me souviens quand j'étais assez jeune au GIGN, j'avais eu la responsabilisation, donc on m'avait responsabilisé pour créer un dossier d'objectifs sur un site. Et donc, je m'étais habitué à faire des dossiers d'objectifs, donc je les faisais très très bien. Enfin, j'avais développé une méthode de présentation, d'analyse qui était pertinente. Et un jour, j'étais chef de groupe, et dans le cadre, on était à la Coupe du Monde en 1998, et il fallait réaliser des dossiers d'objectifs c'était sur des bus, peu importe le sujet, on s'en fiche. Et donc, j'avais tellement une charge mentale forte que j'aurais bien aimé le faire parce que c'était mon dada de faire ces petites choses-là, mais je ne pouvais pas, donc il fallait que je demande à quelqu'un. Donc j'étais dans le cadre, je n'étais pas chef de groupe à l'époque, j'étais chef d'équipe, il fallait que je trouve et que je m'habitue à la délégation. Donc j'ai demandé à quelqu'un de le faire. Et donc je voulais d'un côté me libérer de la charge mentale en lui demandant de le faire, et de l'autre côté, je n'avais pas envie de le laisser faire, j'avais envie de le faire moi. Ou en tous les cas, j'avais envie qu'il fasse comme je voulais que ce soit fait. Oui. Et donc, il y a un moment, je me suis rendu compte que je faisais n'importe quoi parce que j'avais toujours la charge mentale, j'étais sur lui. Et il y a un moment, je me suis dit, OK, là, je vais faire un grand exercice, on va faire un grand saut dans le vide, je vais le laisser faire. Et j'ai attendu le résultat final. Par contre, ça m'a obligé à être beaucoup plus précis dans ce que j'attendais, donc d'avoir une réflexion beaucoup plus pointue. Et ce qu'il m'a apporté au final était certainement au moins 10 fois mieux que ce que j'aurais pu faire. Tout simplement parce que déjà, je n'avais pas le temps de le faire. Et oui. Et peut-être que même, il a apporté des choses que je n'avais pas imaginées. Donc voilà, c'est tout ça qui est très très important de comprendre. Et voilà, donc c'est pas évident, c'est aussi accepter ce fameux droit à l'erreur, accepter que les autres ne font pas comme vous avez demandé. Donc c'est une vraie problématique. Et effectivement, mais ça appartient au manager, souvent c'est lui qui, quand on a la chance d'avoir un manager qui responsabilise, c'est le pied, c'est un vrai kiff. Parce qu'à ce moment-là, on a des terrains de jeu qui sont gigantesques. Tu parlais tout à l'heure des terrains de jeu, mais c'est gigantesque. Quand on a un manager qui vous donne un petit peu, mais pas beaucoup, qui vous le reprend, à un moment, vous lui dites, écoute, fais-le toi-même, quoi. C'est ça. Donc, on n'est pas responsabilisé. Exactement. Et c'est vrai que la délégation, lorsqu'on est manager, c'est quelque chose d'excessivement difficile à partager. Moi, j'aime bien utiliser ces 5 principes essentiels pour une délégation réussie. D'abord, choisir soigneusement ce qu'on délègue parce que ça sera toujours plus motivant pour un collaborateur que de se voir déléguer un dossier ou un projet dans son intégralité et pas que des micro-tâches. Et d'ailleurs, si je lui délègue certaines tâches, je vais devoir vérifier qu'elles sont faites et moi refaire le travail d'harmonisation. Ensuite, sélectionner mes délégataires en se posant notamment 3 questions. Pardon. Est-ce qu'il a la compétence pour faire ce que je lui demande? Est-ce qu'il a l'envie
de faire ce que je lui demande, et est-ce qu'il est dans cette capacité, est-ce que c'est facile pour lui de me faire des retours sur les états d'avancée de ce que je lui ai transmis d'une part, mais également de me faire part de ses difficultés. Ça, c'est très important d'avoir ça à l'esprit pour bien sélectionner nos délégataires. Alors attention, ça ne veut pas dire que si je veux transmettre un dossier, déléguer un dossier à quelqu'un et que il sait pas trop, il a pas envie, c'est pas me faire le retour, du coup je renvoie toujours au même. Non, à ce moment-là, je repositionne bien ce qu'il en est. Troisième élément, établir un contrat de délégation sans ambiguïté qui, au préalable, précisera, expliquera jusqu'où le délégataire, la personne à qui je délègue les choses, peut aller, jusqu'où elle doit s'arrêter, quand est-ce que c'est moi qui prends les décisions, quand est-ce que c'est elle. Si on pose ça au démarrage, les choses sont claires, cadrées et ça fonctionne bien. Quatrième, là j'ai écrit jouer le jeu jusqu'au bout, mais je aurais pu l'appeler se méfier de soi-même. En mode, oui, mais finalement, sur la forme, c'était pas ça, mais sur le timing, moi, je pourrais faire, il est presque au bout, je reprends la main. Laisser jouer le jeu jusqu'au bout et ne pas se mettre à aller interférer au milieu. Et puis le cinquième, se comporter en coach de nos collaborateurs. Alors, se comporter en coach de nos collaborateurs, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Dans mon esprit, c'est notamment l'idée qui consiste à parler de l'expérience que vit la personne à qui je délègue les choses et non pas de ce que je pense que la personne devrait faire. Je le répète, on va échanger avec la personne sur l'expérience qu'elle vit dans le dossier et non pas ce que je pense qu'elle devrait faire. D'autre part, on laisse le collaborateur faire son propre chemin. On n'est pas là pour lui mettre des petits cailloux et lui donner l'ensemble du chemin. Et puis, c'est aussi fixer des points de vue et des rencontres régulières où le collaborateur pourra, lui, me parler librement de sujets, de trucs importants pour lui, de choses comme ça, et pas nécessairement que les checkpoints en permanence. Je voulais proposer ça en rebond parce que tu avais raison de nous rappeler que la délégation, c'est un acte excessivement difficile pour les managers, pour les leaders, et que dès qu'on y met du cadre, mais comme tu sais si bien le faire avec tes troupes, du coup, il n'y a plus de tension à avoir en fait. Oui, d'où l'importance du mot de départ qui est la générosité. Encore une fois, si tu es généreux, donc tu as en tête toujours de vouloir faire progresser tes collaborateurs. Encore une fois, c'est faire grandir chacun. On a une responsabilité aussi qui est à ce niveau-là. Et donc la générosité aide. Puis après aussi, il faut avoir un peu d'humilité pour savoir s'effacer. Encore une fois, je pense que la vraie difficulté, et ça au GIGN, c'est quelque chose que tu apprends très rapidement, surtout quand tu passes chef de groupe. C'est contrairement, encore une fois, peut-être des idées reçues qu'on pourrait avoir, c'est que à un moment, quand tu es chef de groupe, quelque part, tu n'existes plus vraiment toi-même en tant que patron, puisque tu existes au travers de la réussite de tes collaborateurs. En fin de compte, quand tu fais une mission, elle ne réussit que parce que tes collaborateurs ont été bons. Bien sûr que toi aussi, tu as été bon, mais c'est tout un ensemble. Mais voilà, il n'y a pas de gloire à tirer, il n'y a pas de prix à gagner, il n'y a rien de tout ça. Il faut juste savoir un petit peu s'effacer. C'est ça le plus important. Si tu accapares tout l'oxygène de la pièce, les collaborateurs ne peuvent plus respirer, quoi. Et la grande problématique dans tout ça, ça reste l'ego. Et avec le leadership, effectivement, il y a la générosité, mais il y a aussi l'humilité, le partage, etc. Et puis voilà, pas trop d'ego. Pour autant, il y a aussi le charisme, parce que ça va aussi avec. Donc, il y a un équilibre à trouver. Absolument, un équilibre entre l'ego, qui en soi n'est pas mauvais parce qu'il nous fait avancer, mais il est mauvais dès lors qu'il prend la place et qu'il décide pour nous. Et le charisme qui consiste vraiment à entrer en communication avec les autres et à pérenniser dans le temps la qualité de la communication parce qu'on n'est pas superficiel, on a de la profondeur, de l'authenticité, de la sincérité, effectivement. Il y a une question qui est excellente. Au GIGN, y a-t-il des femmes chefs d'équipe ou de groupe? Alors, quand j'étais au GIGN, il n'y avait pas du tout de femmes. Bien évidemment, depuis, ça a évolué. Heureusement, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes. Très bien. Alors, pas forcément beaucoup de femmes en intervention pure, parce qu'aujourd'hui, le GIGN, c'est une force qui est très importante, qui comprend la force d'intervention, ce qui était avant le GIGN, puis après des forces d'observation, des forces de protection, etc., etc. On appelle ça des forces comme ça. Alors, les femmes ne sont pas forcément en unité d'intervention pure, force d'intervention, parce que, encore une fois, les contraintes physiques sont très lourdes. On porte beaucoup de matériel, hein, entre le gilet pare-balles, le casque pare-balles, le chasuble, le triple armement, etc., etc. Ça fait beaucoup de poids, mais par contre, les femmes, on va les retrouver dans beaucoup de, non pas des services de fonction support, hein, en fonction opérationnelle, mais dans des jobs d'accompagnement, de protection, d'observation, des jobs avec des prises de risques importantes.
Et d'ailleurs, le GIGN s'en porte mieux puisque, comme à chaque fois, dès que des femmes rentrent dans un dispositif opérationnel, elles nous apportent un regard qui change. Les femmes ne sont pas dans l'ego, même si je constate de plus en plus que les femmes commencent à être dans l'ego. Hein. J'ai des observations qui sont assez intéressantes. Je constate quand même, j'aurais dit encore il y a peut-être 5-6 ans, une femme n'est jamais dans l'ego. Même si elle se met en posture de pouvoir, elle n'est pas dans l'ego. Et là, je constate que, voilà, on commence à avoir quelques femmes qui dépassent certains hommes en termes d'ego. Donc voilà, ça fait partie aussi de l'évolution liée à ce qu'on leur demande et à ce qu'elles se sont aussi fixées comme objectif. Et donc elles utilisent aussi. Encore une fois, l'ego n'est pas quelque chose de mauvais. Hein, c'est pas péjoratif ce que je dis là, mais quand on retrouve une femme dans l'ego, où avant on les voyait beaucoup moins, beaucoup plus discrètes par rapport à cet aspect-là. Donc voilà, c'est un constat peut-être. C'est une porte ouverte. On verra si d'autres personnes le voient. Ouais, c'est intéressant à observer. Moi, je pense que évidemment, il y a femmes et il y a hommes, mais il y a surtout les sensibilités yang et yin en chacun d'entre nous. Quand on est dans l'excès, dans l'ego, qu'on soit homme ou femme, c'est une catastrophe. Et c'est vrai qu'il a souvent été dit, alors pour le coup, je reviens à ma pratique dans les sports collectifs, que les femmes sont beaucoup plus dans la cohésion, le collectif, le partage, le don, le sacrifice, que les hommes plus dans l'individualisme. Et je pense en fait que chacun des deux sexes a à aller chercher le meilleur chez l'autre, sans oublier qui il est et ce qui l'anime en véritable. Il y a une question que je voulais te poser parce que elle m'interpelle et je pense qu'elle mérite d'être partagée, d'autant que c'est ton second précepte de ta méthode qui consiste à faire de ces objectifs une conséquence. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu entends par là? Alors, tu l'as évoqué tout à l'heure. Tu l'as évoqué tout à l'heure dans tes 4 points. Alors la phrase exactement, la phrase, c'est essentiellement la phrase très très basique, c'est ne pas confondre ses objectifs, ne pas confondre des objectifs avec les conséquences. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on peut avoir un rêve qui peut être un rêve très grand. Ce rêve, donc, à un moment, si on se le met comme objectif et qu'on le met juste en face de notre nez et qu'on ne le fait que le regarder, un peu à la méthode de la loi de l'attraction, hein, qu'on a pu connaître il y a de nombreuses années, où je me dis, je veux être riche et je mets la somme devant moi et je ne fais que la regarder. Je mets la barre avec 50 millions d'euros, je la mets sur une feuille de papier et je passerai ma longueur de journée à la regarder. Il est fort probable, très honnêtement, qu'il ne se passe rien. Ah, je suis déçu. Il ne se passera vraiment, vraiment rien. Et donc du coup, il y a un moment, il faut juste comprendre que ça, c'est ce qu'on appellera une conséquence. Être riche est une conséquence. Être célèbre est une conséquence. Être quelqu'un de charismatique, quelqu'un d'inspirant, ce sont des conséquences. Parce que restons concentrés sur les bons objectifs. C'est tout ce que tu as appelé tout à l'heure le plan d'action, tout le déroulé, toutes les habitudes que tu vas créer tous les jours. L'exemple le plus flagrant que je peux partager avec vous ce soir, c'est lorsque j'ai décidé très jeune de vouloir entrer au GIGN. Quand je suis arrivé en gendarmerie pour y faire mon service militaire, très rapidement, le maréchal des logis-chefs, c'est-à-dire le gars qui s'occupait des recrues dont je faisais partie, me demande dans un entretien individuel ce que je veux faire. Je lui dis, je voudrais rentrer en gendarmerie. Et il me dit, en gendarmerie, vous voulez faire quoi? Et moi, bien évidemment, à Benoît, je lui dis, je voudrais rentrer au GIGN, quoi. Et là, le mec, il m'a rionné. Il m'a rionné, il m'a mis une grande claque, ça m'a fait une grande piqûre de rappel, une grande claque. Et je me suis dit, mais pourquoi je lui parle de ce rêve qui est si lointain, Eh bien, en fin de compte, parce que je ne pensais qu'à ça. Je voulais entrer au GIGN, je regardais des images tous les jours du GIGN, je ne voyais que ça. Et simplement, à force de regarder cette cible très lointaine, on en oublie de regarder l'essentiel. Et il y a une image en gendarmerie ou dans l'armée qu'on peut utiliser, une métaphore que l'on retrouvera d'ailleurs pour ceux qui aiment le tir, c'est ce qu'on appelle le principe d'accommodation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on effectue du tir, par exemple le tir à l'arme de poing, donc on va avoir une cible qui sera posée peut-être à 20 mètres, donc c'est un bout de papier avec une silhouette, c'est une cible posée à 20 mètres. Et puis il y a nous, le tireur, 20 mètres plus loin, avec l'arme dans la main, si c'est un pistolet automatique ou un revolver. Et sur ce pistolet automatique, admettons que ce soit un pistolet automatique, il sera tenu à une main ou à deux mains. Et sur cette arme, il y aura ce que l'on appelle des organes de visée, un cran de mire et un guidon, mais des organes de visée. Et il y a un phénomène très naturel qui fait que nous, êtres humains, nous ne pouvons pas voir net et la cible et l'arme. Oui, exact, ouais. On est obligé de faire un choix. Et souvent, les gens font le choix de la cible. Mais la cible, ce n'est pas un objectif, c'est une conséquence. Si on veut que la balle arrive dans la cible devra être floue.
Parce qu'en réalité, il faut concentrer l'œil sur les organes de visée. Parce que sur les organes de visée, merci Nicolas. Je connais ton labeur. Tu connais par cœur. Trop fort. Nicolas est trop fort. Parce qu'il fallait la rechercher quand même la page. Et donc je continue mon délire. Mais parce que cet écart qu'on voit sur la photo que tu montres très bien là entre le cran de mire et le guidon, juste pour vous donner un exemple, mais cet écart, un écart de 1 mm sur une cible qui serait à 100 mètres, ça fait juste au final un écart de 1 mètre. Donc la balle, elle passe à côté de la cible. Donc ça veut dire qu'il faut bien rester concentré sur le fait de bien aligner ses organes de visée. Eh bien, c'est exactement pareil que dans la vie de tous les jours. À partir du moment où j'ai arrêté de penser toutes les 2 minutes au GIGN, ma cible est devenue floue. Et donc, j'ai commencé à me concentrer et à créer ce que tu as appelé tout à l'heure et qu'on appelle effectivement pertinemment des routines. J'ai commencé à créer des routines. Donc, j'ai commencé à travailler, à réduire l'écart entre mes peut-être 10 tractions que je faisais alors qu'il fallait que j'en fasse 25, la marche commando que je devais faire, la natation, les épreuves. Et donc, je me suis entraîné tous les jours. Et plus je m'entraînais, plus je perdais de vue ma cible. Enfin, en tous les cas, je la perdais pas de vue, je l'avais toujours, mais elle devenait floue. Parce que la cible, il faut toujours rester aligné dessus quand même, mais elle devenait floue. Parce que mon quotidien faisait que j'étais dans mes habitudes. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'en fin de compte, ce concept de ne pas confondre objectif et conséquence, c'est ça. Et la problématique avec les réseaux sociaux, souvent, c'est qu'on croit que parce qu'on s'est fait 3 photos, on va devenir célèbre. Un mec comme Jean Gabin, il n'a pas fait 3 photos pour devenir célèbre. Il a fait des centaines de films. Oui, et à la fin, il est devenu célèbre. C'est une conséquence, ce n'est pas son objectif. Son objectif était de faire des bons films, pas d'être célèbre. Parce qu'être célèbre, ce n'est pas un objectif, c'est une conséquence. Voilà. Quelle sagesse et quel intérêt dans ce propos-là. Et vraiment, là, je vous invite à mettre dans le chat, quelle est votre cible? Quelle est votre cible du moment? Que visez-vous? À quoi aspirez-vous? Dans mon modèle du dépassement personnel, le modèle VPS, on commence par le V, qui est la vision inspirée. Ce qui est ta cible, ce que je vise, où est-ce que je veux aller, etc. Et après le V, il y a le P, la performance engagée, qui se résume, alors j'allais dire désolé pour les redites, mais non, j'enfonce le clou sur les redites, la PPP, la politique des petits pas, qu'est-ce que je dois faire au quotidien pour me rapprocher de cette cible, et les AQI, les actions quotidiennes imparfaites, qui certes sont imparfaites parce que je suis humain, mais me permettent de cheminer et d'avancer, et qui me permettront d'atteindre cette cible que je vise. Dites-nous dans le chat quelle est votre cible. C'est tellement important à travers cette illustration de mon œil sera flou dans une direction et pas sur l'autre, entre la cible et l'arme, etc. Et en fait, on peut en faire un enseignement magique à travers ce que tu nous proposes sur la cible qu'on se vise. On a ici des dirigeants d'entreprise, des performeurs, des infopreneurs, des solopreneurs qui se fixent des objectifs, qui ont une cible. Dans mon registre, la vision inspirée. Et quelle est-elle et que mettez-vous en place pour pouvoir vous en rapprocher? Parce que là, tu nous apportes un enseignement magique. On ne veut pas perdre de vue la cible. Par contre, on a compris que aussi grande et inspirante et soit-elle au regard de qui on est aujourd'hui, au plus et au mieux, on devra, comme on l'a bien vu pendant tout cet échange, mettre en place des plans d'action, des routines, des rituels et se voir progresser pour pouvoir cheminer. Waouh, tu nous as encore partagé une pépite là, j'adore. Un peu moins de paroles et un peu plus d'actes. Ouais, des actes quotidiens. Ouais, c'est ça. Et ouais, exact. Et le sujet des réseaux sociaux qui parfois, je vois des influenceurs, parce qu'il paraît qu'il faut les appeler comme ça, qui se prennent en photo quand ils se baladent à côté d'une Lamborghini qui n'est pas à eux, en faisant croire que c'est une finalité de quoi que ce soit. Et en fait, c'est pleinement l'être et faire ce que nous sommes le plus que l'on peut, qui nous permettra d'atteindre des objectifs de performance, parce que ça n'est pas sale pour autant. Dans ton activité de maintenant, c'est important pour toi de développer ton chiffre d'affaires, de rayonner, de partager ton discours, de signer des contrats, et c'est OK, mais c'est plus tu incarneras, et comme tu le fais magnifiquement dans cette démonstration ce soir, qui tu es, plus par conséquence tu obtiendras ça. Carrément. Carrément. Mais c'est encore une fois, si on le remet dans le leadership et si on le remet sur le plan du manager, encore une fois, il n'y a qu'un seul mot aussi, quand on a parlé de générosité, d'humilité, après derrière c'est incarner, hein. Il y a un moment, il faut incarner. Si on n'incarne pas, mais encore à partir du moment où on est généreux et qu'on est humble, déjà on a déjà fait un beau pas vers l'incarnation d'un certain nombre de choses. Après, je ne dis pas que tout n'est pas magique. Après, il faut s'équiper d'outils. Et là, à ce moment-là, c'est ce qu'on appellera l'apprentissage du management, parce que ça s'apprend. On a des outils à prendre. Oui. Mais on a aussi des savoir-être qui sont très importants. Mais surtout, il faut incarner. Tu sais, quand tu es au GIGN, tu ne peux pas être chef de groupe et puis pas mouiller le maillot, quoi.
Ouais. Tu vois, tu n'es pas le chef de groupe au GIGN, il n'est pas entraîneur sur le côté, hein, il est sur le terrain. Donc il est sur le terrain avec ses mecs. Donc tu es obligé de mouiller le maillot, tu es obligé d'être sur le terrain, tu prends les risques comme tout le monde. Donc tu n'es pas en train de commander un groupe opérationnel à distance derrière avec un joystick. Hein. Donc il y a un moment, si tu n'incarnes pas la fonction, si tu n'incarnes pas sur le terrain, pas d'acte héroïque à avoir, c'est juste ton juste positionnement dans l'équipe, qui consiste, comme un chef d'orchestre, à faire en sorte que tous tes coéquipiers jouent bien à la partition, même si au GGN on ne joue pas, effectivement. Exactement, oui, il y a juste cette subtilité-là. Mais on a bien un enjeu et un objectif collectif d'atteindre notre objectif qui est de sauver des vies humaines, comme tu le disais. Et ça me fait penser à un slogan que j'avais vu affiché dans une caserne de pompiers, sapeurs-pompiers. Il y avait écrit « Sauver ou périr ». Est-ce que ça a quelque chose de proche de ce qui anime le GIGN, selon toi? Je sais pas, je lance. Oui, carrément. Alors après, soyons prudents dans le lien qu'on peut faire entre les deux, parce que tout de suite, le raccourci clavier qu'on pourrait faire, c'est il y a un prix à payer. Tu sais, on a toujours quand même une culture très chrétienne où il y a un prix à payer. Si on veut réussir, il faut que ça soit dur. Dans tout ce qu'on a dit là, on n'a pas dit que ça devait être dur. Hein. Quand je m'entraîne tous les jours, c'est pas dur. C'est ludique pour moi, parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, par contre, si ça m'est imposé, si j'ai pas envie, oui, ça va être dur. Mais bien sûr que il n'y a pas de pénibilité, donc il n'y a pas de prix à payer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas de prix à payer pour réussir une mission. Donc, sauver des vies, c'est pas parce qu'on aura sacrifié des personnes qu'on aura sauvé des vies. Par contre, oui, les enjeux sont là. On sait très bien que l'ultime sanction qui nous attend, c'est la mort. Celle qui est ultime. Après, ce sera la blessure par balle. Après, ce sera peut-être une autre blessure, etc. Donc, il y a toute une graduation. Ça, on en est conscient. Par contre, la responsabilité, encore une fois, d'un chef de groupe, d'un chef d'équipe et de toute personne au GIGN, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de prix à payer. On part tous ensemble, on reviendra tous ensemble. Il n'y a pas de prix à payer. Vraiment. C'est un juste équilibre entre la réussite de la mission à 100% et le retour de tout le monde à la maison. Et donc, du coup, c'est là que la tension est très grande, parce qu'on est dans un métier à grande tension, parce qu'on a conscience de l'importance de la situation, qui est quand même la vie humaine. Et il n'y a certainement pas de bonne réponse à ça, mais j'ai envie de te la poser quand même. Quand tu étais sur le terrain, au milieu de tes équipes, donc chef d'équipe pour ta part, s'il y avait un danger entre, justement, puisqu'on parle de vie humaine, entre un risque de perte de la vie d'un de tes coéquipiers et de toi, comment tu fonctionnerais? Alors, on a toute une graduation. Hein. Alors, ta question est un peu délicate. On a déjà toute une graduation, c'est-à-dire la priorité, c'est les otages. Voilà, ok, ouais, très bien. Dans tous les cas, on a une priorisation, c'est les otages. La première chose, c'est de sauver la vie des otages. La deuxième chose, c'est de sauver la vie d'équipiers et de coéquipiers. Alors après, concernant ta question, qui est très embarrassante, je déconne, elle n'est pas embarrassante, ta question qui est pertinente, c'est en réalité, tu m'obliges à dévoiler un peu comment ça se passe dans un groupe opérationnel. Ne te sens rien. Non, mais au contraire, c'est très intéressant, parce que tu vas voir que cette image va te plaire, et cette image va plaire aussi à toutes les personnes qui écoutent, parce que quelque part, c'est aussi comme ça que se passe une intervention. Et c'est aussi comme ça qu'un chef de groupe opérationnel peut appréhender une intervention. Alors en gros, pour faire très simple, dans un groupe opérationnel, le chef de groupe, donc le patron du groupe opérationnel, donc un groupe opérationnel, c'est une vingtaine de personnes, le chef de groupe, donc ce que j'occupais comme fonction, il va être non pas le premier à entrer, il ne sera pas le deuxième à entrer, il ne sera pas le troisième et le quatrième à entrer, il sera au cœur du dispositif. Il a été de toute manière premier à entrer, puisque un jour il était équipier. Donc, mais le principe, c'est de savoir s'effacer. Je vais même un peu plus loin. Quand j'étais chef de groupe opérationnel au GIGN, j'arrivais en intervention, et là tu vas comprendre, et je vais répondre en partie à ta question, j'arrivais dans mon dispositif à ne même pas avoir d'arme à la main. Wow. Donc tu es sur une prise d'otage ou sur un fonctionnaire, tu n'as même pas d'arme à la main. Pourquoi? Parce que tu n'es là que pour driver, coordonner tous tes équipiers. Et donc ta place va dépendre du schéma tactique retenu. Si par exemple il y a un binôme qui va rentrer parce qu'il n'y a qu'une seule pièce devant, tu seras probablement juste derrière. S'il y a deux pièces, tu seras derrière les deux binômes. S'il y a trois pièces, les trois vont rentrer en même temps, tu seras derrière. Mais très rapidement, tu vas te retrouver devant. Mais tu as tellement confiance en tes collaborateurs que de toute manière, c'est par le dispositif qui te protège. Et c'est très important, parce que si toi-même, ce dispositif n'est pas en mesure de te protéger, ça veut dire qu'il a mal été élaboré.
Donc, tu en es... quelque part, donc si tu commences à toi-même devoir avoir une inquiétude et devoir porter une arme pour te protéger, alors je ne dis pas que c'est systématique ce que je dis là, mais en grande majorité, c'est le principe du management. L'hygiène, c'est que quand tu es patron, voilà, tu vas être au cœur de ton dispositif, mais tu n'as quasiment plus besoin d'avoir l'arme. Alors bien évidemment, suivant la situation, tu vas la sortir si tu dois effectuer un tir, ce qui peut arriver. Mais au moins dans le premier jet, tu dois être dans cet état d'esprit-là, quoi. Donc voilà, alors après, est-ce que je dois risquer ma vie devant celle d'un camarade? Bien évidemment. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'être chef de groupe. Demain, j'ai un camarade à aller chercher, je risque ma vie, je vais le chercher. Il n'y a aucun problème. Ça fait partie de l'engagement. Ça fait partie de l'engagement. Merci beaucoup à toi, Franck. Je rappelle ton ouvrage, Le pouvoir de l'engagement. Pour le coup, c'était hyper fascinant d'entendre tous ces aspects-là que tu nous as expliqués, que tu nous as illustrés avec des situations concrètes. N'hésitez pas à suivre Franck sur ses réseaux sociaux, à le solliciter éventuellement pour des interventions, des conférences et des partages. C'est tellement riche d'aller regarder le leadership sous tous ses angles. Sincère merci à nouveau pour ta présence, Franck, et à très bientôt. À très bientôt. Merci encore, Franck. Merci, Nicolas. Merci beaucoup pour toutes les questions. C'était vraiment très intéressant. Un bon moment de partage. Merci. Exact. Ciao les amours. Merci, mon Nico. Merci pour tout. Et bisous, Madame Rabou.